Bonjour les amis, c'est Amaria la poétesse. Bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que vous allez bien. Je suis là en tant que conteuse. Je reprends mes histoires de contes et légendes. Je vais vous raconter une légende qui se passe en Touraine, à Luynes. Je commence. Vers Luynes. Luynes est l'ancienne Maliacum, berceau d'une illustre maison de chevalerie qui compte au nombre des premières baronnies de Touraine. Cette terre passa de la maison de Maillé à celle d'Albert, dont Léon porta le premier titre de seigneur de Luynes. Il fut tué à la bataille de Cérisolte, où le duc d'Enghien défie les Espagnols en 1514. Cérizole rappelle encore un nom glorieux de la Touraine, Jean-Guédouin de Tex, du Fiette situé entre la Creuse et la Gartempe. À la suite de cette victoire, il fut revêtu le premier de la charge de colonel général de l'infanterie française. La seigneurie de Luynes fut érigée en comté en 1572 pour Jean de Laval. Dans les combles du château, les ouvriers ont mis au jour une fresque représentant un cavalier avec son harnais de guerre qui est comme celle des seigneurs de cette vieille maison. Cette terre seigneuriale fut érigée en duché-pairie en 1619 par Louis XIII pour le connétable Albert de Luynes. Ce dernier ne la garda que peu de temps, ayant été emporté par la fièvre contractée devant Longueville pendant la guerre contre les protestants. Les descendants de cette illustre famille possèdent toujours ce château dont ils portent le nom. Sous la Révolution, la commune prit le nom de Roche-sur-Loire, de sa position adossée à un rocher, sur le versant méridional du coteau. C'est un amphithéâtre de maisons taillées dans le roc et environné de jolis jardins. Vers le déclin du XVe siècle, Ardouin, sénéchal de Saintonge, où il rendit la justice au nom du roi Charles VIII, y avait fondé un chapitre de chanoines qui fut transféré plus tard à Saint-Jean-Baptiste de Langers. Il fut alors remplacé à Maillé, sous le duc de Louis-Charles, par un couvent de chanoinesses de Saint-Sépulcre, ordre de Saint-Augustin. Cette chapelle de Saint-Sépulcre devint par la suite centre d'une paroisse, en se basant sur les décrets de différentes conciles que 10 maisons sont suffisantes pour former une paroisse. Cet édifice religieux, en son élégance, offre beaucoup d'intérêt. La façade occidentale est formée d'une baie en ogive, dans laquelle s'ouvrent 2 portes en arc surbaissées et ornées de bouffettes. L'abside est à 3 pans coupés, avec larges fenêtres ogivales par lesquelles se glissent les rayons du soleil, formant une échelle lumineuse entre les dalles et la voûte, soutenue par des tirants sculptés aux armes de la maison de Maillé. À la façade méridionale et attenante, une salle à voûte gothique ou aumônerie, dont les galeries extérieures ont disparu.
Comme chapelle auxiliaire, elle devait servir de lieu de stationnement aux processions suivies dévotement par le peuple. Puis devant, avec les chanoinesses, le salutatorium est un lieu destiné aux anniversaires dont le revenu était au titulaire. Aujourd'hui, on passe insouciant sur cet espace à Grèce dont le nom seul attire l'attention, car l'histoire des seigneurs de Luynes s'y attache par des liens nombreux. Le peuple oublieux ne sait plus rien du passé, et si le passé ne peut revivre, sachons au moins le connaître et le respecter. Vers le milieu du Ve siècle, la Provence de Touraine, secouant le joug des anciens maîtres du monde, fait partie de la confédération dite de la République armoricaine et jouit d'une complète indépendance. C'est pendant ce laps de temps de paix que l'on éleva un monastère sur le plateau de Malpliascum, dominant le cours du fleuve. Les grands seigneurs gallo-romains y avaient déjà construit des villas contiguës au retranchement militaire, comme ils élevèrent un temple pour leurs serfs et leurs esclaves. On rapporte que saint Solène, évêque de Chartres sous le règne de Clovis, vint mourir en ce lieu. Il fut inhumé dans la crypte de l'église du monastère. L'église fut détruite par les païens et l'on perdit jusqu'au souvenir du tombeau qu'elle renfermait. Le corps de saint Solène fut transporté à Blois, en l'église de Saint-Pierre, qui prit le nom de saint Solène. Quant à la piscine qui se trouve sur le terrain même de cet antique monastère et à laquelle on accède par un certain nombre de degrés, n'aurait-elle pas été transformée pour y recevoir le corps de saint de Prélate? La crypte des premiers édifices chrétiens était divisée quelquefois en plusieurs compartiments. Le pavimentum, était formé de dalles de pierre ou de béton composé de chaux et de fragments de silex. C'est encore sur ces mêmes lieux qu'au XIe siècle, de nouvelles églises furent édifiées. L'une sous le vocable de saint Solène, naturellement, l'autre de saint Venant, dont la vie est rapportée par saint Grégoire dans son livre de la vie des confesseurs. Les habitants se groupèrent autour. Dans les siècles de foi qui suivirent, un certain nombre de petites paroisses s'établirent autour des abbayes et des châteaux féodaux, fondation qui était d'autant plus facile à réaliser que les laïcs devaient être gouvernés par les desservants des cures et que 10 maisons suffisaient pour constituer leur juridiction. À l'instar de ce qui avait lieu anciennement chez les Juifs, où en effet 120 personnes, et parmi elles 10 hommes de loi, étaient regardés comme nécessaires pour former une communauté ecclésiastique. Plus tard, Ardouin de Maillé donna ses offices religieux à l'abbaye de Marmoutier, qui y fonda à leur ombre un prieuré sous le patronage de saint Venant. On y voit les armoiries à un bâton prieural posé en pal accosté des lettres S.V. Aujourd'hui, le plateau est couvert par les prairies artificielles
que frôlent les libellules et les phalènes. Naguère, il n'y croissait que des céréales. La vigne a depuis amené le morcellement de la propriété. Il paraît probable que les hauteurs de ces collines furent abandonnées par les tribus gauloises à l'approche des légions romaines. Si les Turones, qui signifie inondés, non confirmés par des crues de la Loire, se soumirent et donnèrent à plusieurs reprises le signal de l'insurrection. Le proconsul dut faire occuper sur leur territoire différents points stratégiques afin de réduire les Turones à dernière extrémité et de les forcer à se livrer aux vainqueurs. Un mot avait ralenti dans le monde romain. Va victis, malheur aux vaincus. Époque barbare et de temps de cruauté. Sur les perrons dominant la vallée s'élève un antique bastillon, composé d'une tour carrée formée d'un massif plein avec en plecton, en petit appareil, sans chaîne de briques, et se reliant à tout un ensemble de murailles épaisses, semblables et inclinées en terrasse, le tout constituant une enceinte fortifiée formidable, à une haute sentinelle chargée d'inspecter l'horizon. Ces murailles paraissent être en relation évidente avec un aqueduc, témoin debout de la prodigieuse activité romaine et dont les restes gigantesques attestent qu'ils franchissaient le vallon. Quelques piliers existent à différents degrés de conservation. Seuls les arcs en plein cintre sont formés de pierres et de briques groupées par 2 ou par 3, d'où il ressort que ces 2 œuvres ont été faites, l'une pour l'autre. Leur vue intéresse et émeut tout à la fois. L'emploi des chaînes de briques ne fut pas continu, car elles apparaissent le plus souvent dans la période la plus récente, et les remparts gallo-romains de Tours, comme les antiques murailles de Langeais, présentent en même temps des portions sans briques et des portions avec chaînes de briques. Elles sont construites pour braver les siècles, mais la main de l'homme ne vient-elle pas aider celle du temps? Nul doute qu'au moment de la conquête, une villa romaine dont la fortune territoriale ne ressemble guère à notre plus grand domaine n'est s'établie. C'était en effet, d'après les historiens, une agglomération fort semblable à une de nos communes rurales où un nombre considérable d'esclaves exerçaient tous les métiers nécessaires à l'entretien de ces centres agricoles. Tacite nomme ces domaines vilorum infinitas patica. Nulle tradition ne saurait nous dire à quelle époque la culture des champs prit naissance. Aucun peuple ne peut nous apprendre l'origine du plus simple instrument oratoire. Mais là où l'histoire se tait, la mythologie a fait entendre sa voix persuasive. Une autre preuve de l'existence de ces villas gallo-romaines s'appuie sur des substructions de travaux fort importants et qui furent élevés par des hauts et puissants seigneurs sur la rive droite de l'Indre, non loin de Beaulieu-les-Loches, au lieu-dit Contrée. On y remarque 4 piliers ruinés, faisant partie d'un aqueduc qui amenait les eaux de la fontaine d'Orphon à ces villas. Si le respect de la propriété n'a jamais été poussé plus loin que dans la loi romaine, c'est le christianisme seul qui a pris sous sa protection la femme et l'enfant,
car au moment où la grandeur romaine était à son apogée, le mari avait le droit de céder sa femme à un autre, comme il avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, puisqu'il ne dépendait que de lui de les élever ou de ne pas les élever, et cela jusqu'au jour où le monde chrétien devait se substituer au monde romain qui avait succédé à la civilisation grecque. Somme toute, les hordes barbares détruisirent ces villages en sillonnant la France, marquant en traits de feu et en traces sanglantes leur passage à travers nos contrées. Ils suivirent de préférence les voies antiques, les grandes vallées, remontaient les rivières sur leurs canots à voile et à rames et accumulaient les ruines et la dévastation. Monstres d'impiété et de barbarie, aussi inaccessibles à la pitié que les glaces d'où ils étaient sortis, ils détruisirent toute civilisation. Les nombreux fragments de vases et de terre cuite ont fait présumer que la ville des Turones, avant Jules César, aurait été établie sur les hauteurs. Cette transition s'est évanouie devant les récits historiques. L'inspection des lieux ne permet pas de supposer que ce fut un emplacement d'une ville considérable, et Caesarodinum n'est mentionné qu'au IIe siècle par le géographe Ptolémée. Que de villes, du reste, qui prétendent devoir leur fondation à des héros, ont disparu. Nous en avons complètement perdu les traces. Elles ont vu leur prospérité déchoir par les guerres. Quelques substructions seules en révèlent l'existence, mais les historiens du temps, sans doute ils étaient rares, ont omis de les nommer. J'espère que mon histoire vous a plu. C'est très historique. Ça doit plaire rien qu'aux personnes qui aiment l'histoire de France. Au revoir, à bientôt pour une autre histoire ou un autre conte et légende. Au revoir.